L'empereur rit beaucoup de tous les contes et de toutes les anecdotes dont on charge sa jeunesse dans la foule des petits ouvrages qu'il a fait, déclare. Il n'en a vu presque qu'une. En voici pourtant une qu'il reconnaît au sujet de sa confirmation à l'école militaire de Paris au nom de Napoléon. L'archevêque, qui se confirmait, ayant témoigné son étonnement, disait qu'il ne connaissait pas ce son, qu'il n'était pas dans le calendrier. L'enfant répondit avec vivacité que ce ne saurait être une raison, puisqu'il y avait un faux dessin et seulement 365 jours. Napoléon n'avait jamais connu des jours de fête avant le Concordat. Son patron était en effet étranger au calendrier français. Ça de pape qui la fixa au 15 août, jour de la naissance de l'empereur et de la signature du Concordat en 1783. Napoléon fut un de ceux que le concours du sage désigna après un peu aller achever son éducation à l'école militaire de Paris. Le choix a été fait annuellement par un inspecteur qui parcourait les 12 écoles militaires. Cet emploi était rempli par le chevalier de Keraglio, officier général auteur d'un tactique, et qui avait été le précepteur du présent roi de Bavière dans son enfance, duc de Dupont. C'était un vieillard aimable, des plus propres à cette fonction. Il aimait les enfants, jouait avec eux après les avoir examinés et retournait avec lui à la table des minimes ceux qui lui avaient plu davantage. Il avait pris une affection toute particulière pour le jeune Napoléon, qui se plaisait à exciter de toutes manières. Il le nomma pour se rendre à Paris, bien qu'il n'eût peut-être pas l'âge requis. L'enfant n'était fort que sur les mathématiques. Les mois représenteront qu'il serait mieux d'attendre à l'année suivante, qu'il aurait ainsi le temps de se fortifier sur tout le reste, ce qui ne voulut pas écouter le chevalier de Keraglio, disant: Je sais ce que je fais. Si je passe ici par-dessus la règle, ce n'est point une faveur de famille. Je ne connais pas de cet enfant. C'est tout à cause de lui-même. J'aperçois ici une étincelle qu'on ne saurait trop cultiver. Le bon chevalier mourut presque aussitôt, mais celui qui vint après, Monsieur de Regnault, qui n'aurait peut-être pas eu sa perspicacité, et simultanément les notes qu'il trouva, et le jeune Napoléon fut envoyé à Paris. Tout énoncé en lui dès lors des qualités supérieures, un caractère prononcé, des méditations profondes, des conceptions fortes. Il paraît que dès sa plus tendre jeunesse, ses parents avaient fondé sur lui toutes leurs espérances. Son père, expirant à Montpellier, bien que Joseph fût auprès de lui, ne rêvait dans son délire qu'auprès Napoléon, qui était au loin de son école, il appelait sans cesse peu qu'il voulut à son secours avec son grande épée. Plus tard, les vieils oncle Lucien, au lit de mort, entouré de tous, disait à Joseph: Tu es l'aîné de la famille, mais en voilà la chef, montrant Napoléon. Ne l'oublie jamais. C'était également Napoléon, un vrai déshéritage. La scène de Jacob est ça. Élevé moi-même à l'école militaire de Paris, mais un
Plus tard que Napoléon, j'ai pu causer dans la suite à mon retour de l'émigration avec les maîtres que nous avions communs. Monsieur de Léguia, notre maître d'histoire, se vantait que si l'on voulait avoir recherché dans les archives de l'école militaire, on y trouverait qu'il avait prédit une grande carrière à son élève en exhortant dans ses notes la profonde de ses réflexions et la sagacité de son jugement. Il me disait que la première consul le faisait venir souvent à déjeuner à la maison. Elle lui parlait toujours de ses anciens leçons. Celle qui m'a laissé le plus d'impression, lui saisit-il une fois, était la révolte du connétable de Bourbon. Bien que vous ne nous la présentiez pas avec nous toute la justesse possible à vous entendre, son grand crime était de voir combattu son roi. Ceci en était assurément bien léger dans ces temps de seigneurie et de souveraineté partagée. Vous surtout la scandaleuse injustice dont il avait été victime. Son unique, son grand, son véritable crime sur lequel vous n'insistiez pas, je sais, c'était d'être venu avec les étrangers attaquer son sol natal. Monsieur Doméron, notre professeur de belles-lettres, me disait qu'il avait toujours été frappé de la bizarrerie des amplifications de Napoléon. Il les avait appelées dès lors du granit chauffé au volcan. On ne s'y trompe pas, ce fut M. Bauer, les gros et lourds maîtres d'Allemande. Les jeunes Napoléon ne faisaient rien dans cette langue, ce qui avait inspiré à M. Bauer, qui ne se posait rien au-dessus, les plus profonds mépris. On jure que le collier ne se trouvait pas à sa place. M. Bauer informa où il pouvait être. On répondit qu'il supplissait en ce moment son examen pour l'artillerie. Mais est-ce qu'il sait quelque chose? Disait ironiquement l'épée M. Bauer. Comment, monsieur? Mais c'est le plus fort mathématicien de l'école, lui répondant, eh bien, je l'ai toujours entendu dire et je l'avais toujours pensé que les mathématiques n'allaient qu'aux bêtes. Il serait curieux, me disait l'empereur, de savoir si M. Bauer a vécu assez longtemps pour me voir percer et pour jouir de son jugement. Il avait à peine 18 ans. Que l'abbé Raynal, frappé de l'étendue de ses connaissances, l'appréciait assez pour en faire un des ornements de ses déjeuners scientifiques. Enfin, le célèbre Paoli, qui après lui avoir inspiré longtemps une espèce de culte, le trouva tout à coup à la tête d'un parti contre lui dès qu'il voulut favoriser les Anglais. Avait coutume de dire que ce jeune homme était taille à l'antique, que c'était un homme de Plutarque. En 1785, Napoléon reçut à la fois élevé et officier d'artillerie, sorti de l'école militaire pour entrer dans le régiment de la Fer et qualité de lieutenant en seconde, d'où il passa dans la suite lieutenant en première dans le régiment de Grenoble. Napoléon, sortant de l'école militaire, fut joindre son régiment avant le premier hiver qui y passa. Il avait pour compagnon de table
Lariboisière, qui créa depuis étant empereur inspecteur général de l'artillerie. Sorbier qui a succédé dans ce titre à Lariboisière, Lédovier cadet, ministre plénipotentiaire à Francfort-Mahe, les frères de celui qui conduisait le chaufferie de Paris en 1813, ont nommé Mabille. Couverture de son émigration, l'empereur plaça avec le temps dans l'administration des postes Roland de Villasceau. Depuis préfet de Nîmes, de Mazie-Cadet, son camarade d'école militaire et les compagnons de ses premières années, auquel il a confié, devenu empereur, les gardes-meubles de la couronne. Il y avait dans le cœur d'officiers plus ou moins aisés. Napoléon était du nombre des premières. Il recevait 1200 francs de sa famille. C'était alors la grosse pension des officiers, seulement dans les régiments ayant cabriolet ou voiture. Et c'était un des grands seigneurs. Sorbier était l'un de ses camarades en fusion voiturée et s'acquittait par des colibés. Sorbier était vu dans médecin de Moulins. Napoléon à Valence fut admis de bonne heure chez Madame de Colombier. C'était une femme de 50 ans. Du plus rare mérite, elle gouvernait la ville, elle s'engoua forte dès l'instant du jeune officier d'artillerie. Elle faisait inviter à toutes les parties de la ville et de la campagne. Elle l'introduisait dans l'intimité d'un abbé de Saint-Ruf, riche d'un certain âge, qui réussissait souvent ce qu'il avait de plus distingué dans le pays. Napoléon devait sa faveur et la prédilection de Madame de Colombier à son extrême instruction, à la facilité, à la force, à la clarté avec laquelle il en faisait usage. Cette âme, lui, prédisait souvent un grand avenir. À sa mort, la révolution était commencée. Elle y prenait beaucoup d'intérêt. Et dans un de ces derniers moments, on lui a entendu dire que s'il n'arrivait pas malheur au jeune Napoléon, il jouerait infaillitablement un grand rôle. L'empereur n'en parle qu'avec une tendre reconnaissance, n'hésitant pas à croire que les relations distinguaient la situation supérieure dans laquelle cette dame le plaça si jeune dans la société, pouvant avoir grandement influé sur les destinées de sa vie. L'existence privilégiée de Napoléon, lui, attira une extrême jalousie de la part de ses camarades. Ils les voyant avec peine s'absenter si souvent du milieu d'eux, bien que ce ne fût nullement à leur détriment, sous aucun rapport. Heureusement, le commandant, Monsieur de Turbie, veillard respectable, l'avait parfaitement jugé. Il ne cessa de lui être favorable et de lui faciliter tous les moyens d'allier les devoirs de service avec les agréments de la société. Napoléon prit du goût pour Mademoiselle de Colombier, qui n'y fut pas insensible. C'était leur première inclination à tous deux, et telle qu'elle pouvait être à leur âge et avec leur éducation. On n'eût pas pu être plus unisson que nous disait l'empereur. Nous nous ménagions de petits rendez-vous. Je me souviens encore d'un au milieu de l'été, au point du jour. On la croira avec peine. Tout notre bonheur s'est réduit à manger des cerises ensemble. Il est faux, du reste, ainsi que je
l'avait entendu dire dans le monde que la mère a voulu ce mariage et que le père s'y soit opposé alléguant qu'ils se nourriraient l'un l'autre en s'unissant, tandis qu'il était fait pour faire fortune chacun de leur côté. L'anecdote qu'on raconte au sujet d'un pareil mariage avec Mademoiselle Clary depuis Madame Bernadotte, aujourd'hui reine de Suède, n'est pas plus exacte. L'empereur en 1805 allant se faire couronner le roi d'Italie, retrouve à Lyon Mademoiselle de Colombier, devenue Madame de Précieux. Elle pénétra lui avec cette difficulté qui entoure les souverains. Il a rêvé avec grand plaisir, mais il la trouva furieusement changée. Il fit pour son mari ce qu'elle désirait. Elle la plaça elle-même dame chez une de ses sœurs. Mademoiselle de Laurencin de Germain faisions dans ce temps-là les beaux jeux de Valence et si partageant tous les cœurs. La dernière est devenue Madame de Montalivet, dont le mari fut alors aussi fort connu de l'empereur, qui l'a fait depuis son ministre de l'Intérieur. Honnête homme, qui m'est demeuré, je crois, disait Napoléon, toujours tendrement attaché. L'empereur, à 18 et 20 ans, était des plus instruits, pensant fortement et de la logique la plus serrée. Il avait immensément lu, profondément médité, et était peut-être perdu depuis, dit-il. Son esprit était vif, prompt, sa parole énergétique. Partout où il était aussitôt remarqué. On obtenait beaucoup de succès auprès des deux sexes, surtout auprès de celui qu'on préfère à cet âge, et il devait lui plaire par des idées neuves et fines, par des raisonnements audacieux. Les hommes devaient redouter sa logique et sa discussion, auquel la connaissance de sa propre force l'entretenait naturellement. Beaucoup de ceux qui l'ont connu dans ses premières années lui ont prédit une carrière extraordinaire. Aucun d'eux n'a été surpris de celle qui a rempli. Vers ce temps, il remporta sous l'anonymat un prix à l'Académie de Lyon sur la question posée par Rénan. Quels sont les principes et les institutions à inculquer aux hommes pour les rendre les plus heureux possibles? Les mémoires anonyme fort remarqué. Il était du reste tout à fait dans les idées du temps. Il commençait par commander ce qu'était le bonheur et répondait au jouir complètement de la vie de la manière la plus conforme à notre organisation morale et physique devenue l'empereur. Il causait un jeu de cette circonstance avec M. de Talleyrand. Celui-ci, un courtisan habile, lui reporte au bout des 8 jours ce fameux mémoire qu'il avait fait déterrer des archives de l'Académie de Lyon. C'était en hiver. L'empereur les prit, on lut quelques pages et jeta au feu cette première production de sa jeunesse. Comme on ne s'avise jamais de tout, disait Napoléon, M. de Talleyrand ne s'était pas donné le temps d'en faire prendre une copie. Le prince de Condé annonça un jeu à l'école d'artillerie d'Auxonne. C'était un grand honneur et une grande affaire que de se trouver inspecté par ce prince militaire. Le commandé en dépit de la hiérarchie, mais jeune Napoléon à la tête du polygone, de préférence à d'autres d'un rang supérieur où arriva que les d'inspection, tous les canons du polygone furent incloués. Mais Napoléon était trop
leur avait l'œil trop vif pour se laisser prendre à ses mauvais tours de ses camarades ou peut-être même au piège de l'illustre voyageur.